Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Marie-Geoffrey Roustide, je suis sociologue et je suis chercheur à l'INSERM. Et donc, j'ai réalisé cette enquête avec deux de mes collègues, donc Aurélie Santos et Thérèse Benoît, qui sont ingénieurs d'études à l'INSERM. Donc, quelques éléments tout d'abord, le contexte de l'étude et puis les hypothèses sur lesquelles cette étude reposait. Donc, tout d'abord, un constat de santé publique. Donc, la prévalence de l'hépatite C donc, chez les usagers de drogue atteint aujourd'hui 44%. Et on sait que les usagers sont également exposés à d'autres pathologies infectieuses, telles que les abcès, les infections bactériennes. Et donc, ce que j'ai présenté hier dans un autre atelier, c'est également qu'on observe depuis 2004 une augmentation très importante des pratiques à risque, et en particulier du partage du petit matériel, qui a doublé en fait entre 2004 et 2011. Ce qui fait qu'on a actuellement une exposition au risque qui est très importante chez les usagers de drogue. Donc le matériel de réduction des risques, donc comme l'a évoqué Marie, qui est le Steribox, en fait, n'avait pas été réellement évalué dans le cadre d'une grande enquête. Il y avait des évaluations ponctuelles qui avaient été faites, mais pas de grande enquête nationale. Et en fait, on a aujourd'hui donc une offre de matériel donc financée par la Direction générale de la santé qui est unique, alors qu'on a une hétérogénéité des pratiques. Et puis, j'y reviendrai à plusieurs reprises. En France, la réduction des risques a beaucoup pris en compte donc, la question du risque infectieux autour de VHC et VIH, mais très peu la question de l'hygiène et la question du risque bactérien. Donc, dans le cadre, suite à ce constat, en fait, on a eu une saisine donc, de la Direction générale de la santé, et cette recherche a pu se faire dans le cadre d'un confinancement entre plusieurs institutions. Alors, les objectifs de la recherche, c'était de faire un état des lieux, déjà, des matériels qui existent, à la fois en France, mais également à l'étranger, afin de pouvoir identifier les outils qu'on allait pouvoir évaluer. Puisque la demande était d'évaluer le Steribox, mais également de pouvoir, enfin, le contenu du Steribox, mais de pouvoir évaluer également d'autres matériels expérimentaux que je vous présenterai tout à l'heure et qui ont été choisis par un comité de pilotage. Ensuite, dans le cadre de cette recherche, on voulait aussi explorer les attentes des usagers par rapport à la composition des trousses actuelles, et puis mesurer également leur satisfaction par rapport à des outils qui sont distribués à titre expérimental. Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans le cadre d'un volet socio-anthropologique. Et puis dans le cadre d'un volet épidémiologique, qui était l'enquête ANRS Coquelicot, on a évalué donc l'acceptabilité et l'accessibilité aussi de ce matériel, à la fois le Steribox et le matériel expérimental, auprès d'un échantillon représentatif d'usagers de drogue. Alors rapidement, dans quelques éléments de méthode, avant de passer aux résultats donc, de cette recherche. Donc, dans le cadre de ce travail, donc, on a fait une revue de la littérature, à la fois de la littérature scientifique internationale qui est disponible sur les bases de données classiques. Et puis, on a également beaucoup travaillé sur la littérature grise, parce que sur les outils, en fait, il y a assez peu de choses qui sont publiées dans les revues internationales classiques. Mais il y a par contre beaucoup, beaucoup de choses qui sont publiées dans le cadre de la littérature grise. Par exemple, Apoticom publie régulièrement des évaluations sur des panels d'usagers. On a des associations aussi qui peuvent publier des choses. On s'appuie également sur les travaux de SAFE. Ensuite, on a fait, dans le cadre de ce travail, un premier travail avec les professionnels. On a fait des entretiens donc, avec des professionnels sur un peu l'historique des outils et avec les usagers pour voir comment les outils avaient, évolué depuis la distribution des seringues. Ensuite, on a fait un volet épidémiologique donc auprès de 1568 usagers de drogue. Donc, on a interrogé à la fois sur le contenu du Steribox et sur le contenu du matériel expérimental. Et puis, on a ensuite fait des entretiens approfondis avec une trentaine d'usagers en leur proposant un entretien avant qu'ils aient été exposés donc, au matériel expérimental. Donc, le premier entretien portait essentiellement sur le Steribox qu'ils avaient tous utilisé. Et puis ensuite, on mettait à leur disposition donc le contenu du Steribox, le Sterifilt et du matériel expérimental, et on les revoyait une deuxième fois pour recueillir leur avis sur l'ensemble de ce matériel et pour pouvoir ensuite comparer également ce matériel. On a également fait des focus group avec des usagers
sur Marseille et sur Paris pour avoir en fait un autre point de vue, une autre manière de faire. C'est-à-dire que là, on a fait réagir les usagers entre eux sur leur savoir et sur leurs pratiques pour compléter en fait les entretiens individuels. Et puis, on a travaillé également avec le site Psychoactif où on a analysé les discussions d'usagers. Puis, on a terminé le travail par un focus group auprès de professionnels de la RDR. Donc, je vais vous présenter donc, maintenant les résultats de l'enquête. Alors, je ne rappelle pas le contenu du Storybox parce que je pense que tu y reviendras tout à l'heure. Mais en tout cas, bon, voilà, je pense que tout le monde le connaît par ailleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter donc, les outils qu'on a évalués et puis les résultats ensuite, suite à l'enquête. Donc tout d'abord, on a évalué un outil donc, qui pour le moment n'est pas présent dans le Storybox, qui est le champ de soins, qu'une partie d'entre vous doit connaître. Donc en fait, c'est un outil qui permet donc, de réaliser l'injection dans des conditions d'hygiène relativement satisfaisantes, dans la mesure où, comme vous le savez, hein, on a un bon nombre d'usagers donc, qui réalisent leurs injections soit dans la rue, soit dans des squats, et qui sont amenés, ou dans des parkings par exemple, et qui sont amenés à poser le matériel par terre. Et donc là, le champ de soins permet de préparer le matériel d'injection sur une surface propre. Et d'ailleurs, ce champ de soins peut aussi être utilisé en appartement parce que les tables sur lesquelles repose le matériel peuvent aussi être des nids à bactéries et donc les usagers n'en ont pas obligatoirement conscience. Donc ce champ de soins, il peut être utilisé à la fois pour les usagers qui consomment en milieu précaire, mais également pour les usagers qui consomment en appartement. Alors, concernant le champ de soins, ce que montre l'étude, c'est en fait un niveau d'acceptabilité très satisfaisant. Donc, c'est un outil. Alors, on avait des usagers en fait qui l'avaient expérimenté et d'autres qui ne l'avaient pas expérimenté. Donc, en fait, c'est un outil qui est validé par les deux catégories d'usagers. C'est-à-dire que ceux qui l'ont expérimenté ont un taux de satisfaction de 98%. Hein, c'est l'outil qui rencontre le taux de satisfaction le plus important. Et ceux qui ne l'ont pas expérimenté parce qu'ils n'ont pas pu y avoir accès dans le cadre de la structure dans laquelle ils étaient interrogés, disent en fait qu'ils seraient tout à fait prêts à l'utiliser. Alors, en revanche, le bémol, c'est que même si on a un taux de satisfaction extrêmement élevé, ce dont on se rend compte dans les entretiens qu'on a réalisés, c'est que malheureusement, l'usage n'est pas systématique. C'est-à-dire que c'est plutôt effectif, les usagers vont plutôt l'utiliser quand ils vont consommer en extérieur et ils ne vont pas spontanément avoir le réflexe de l'utiliser quand ils consomment en appartement. Concernant le champ de soins, c'est l'outil très clairement pour lequel le gain en hygiène est le plus clairement perçu par rapport à l'ensemble des autres outils qu'on a proposés. Donc, comme je l'ai indiqué, hein, il est vraiment plébiscité pour la consommation dans l'espace public. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une grande partie des usagers nous disent l'utiliser pas simplement pour se préserver eux-mêmes des risques, mais également pour préserver l'environnement des risques. C'est-à-dire que et préserver les autres. C'est-à-dire quand ils consomment dans l'espace public, un bon nombre d'usagers nous disent que l'avantage pour eux du champ de soins, c'est qu'ensuite ils vont mettre tout le matériel usagé à l'intérieur du champ et ils peuvent ensuite le jeter, ce qui fait qu'ils sont moins à même de laisser en fait le matériel traîner à l'endroit où ils ont consommé. Et puis ensuite, il y a un côté également pratique, c'est que quand le produit se renverse au moment de la préparation, s'ils utilisent le côté imperméable du champ de soins, puisqu'il y a un côté imperméable, ils peuvent récupérer le produit. Alors, deuxième outil qui a été évalué. Donc, en fait, dans le cadre du Storybox, donc, il y a 2 lingettes alcoolisées donc, qui permettent de désinfecter le point d'injection avant l'injection. Et puis, ce qu'on a évalué dans le cadre du matériel expérimental, c'est une lingette chlorhexidine qui, elle, permet à la fois de désinfecter le point d'injection avant l'injection, mais qui également permet le lavage des mains avant l'injection, puisque c'est une lingette en fait, qui a un pouvoir virucide et fongicide. Alors, ce que j'appelle les lingettes désinfectantes, hein, et qui comprend à la fois le tampon alcool et la lingette chlorhexidine, donc sont des outils qui normalement doivent être utilisés dans le cadre de la désinfection pré-injection.
Donc, ce qu'on voit, c'est que le tampon alcool, dans l'enquête, on voit qu'il est très utilisé. Donc, le niveau d'utilisation est très élevé. Mais le problème, c'est que les usagers ont souvent mal compris l'enjeu de la désinfection et ils vont avoir tendance à utiliser le tampon alcool en pré-injection. Et le problème de l'utilisation du tampon en post-injection. En post-injection, et donc quand ils l'utilisent en post-injection, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le fait de frotter avec un tampon alcool va avoir l'effet inverse de ce qui doit se passer en post-injection, c'est-à-dire que ça va augmenter l'afflux du sang, et en fait, il peut y avoir ensuite du sang partout, ce qui favorise ensuite la transmission de l'hépatite C entre les usagers. Bon, par ailleurs, ça c'est plus marginal, mais on a un certain nombre d'usagers qui indiquent qu'ils vont détourner en fait le tampon alcool pour l'utiliser plutôt comme un outil de chauffe quand ils consomment du crack, en fait, hein, pour éviter de trop user leur briquet. Alors, on leur a demandé ensuite de comparer les deux outils, la lingette chlorhexidine et le tampon alcool. Et globalement, la lingette chlorhexidine était préférée pour plusieurs raisons. D'abord par rapport à sa taille, puisque la taille était plus importante que celle du tampon alcool, et puis également pour ses multiples propriétés, puisque l'avantage de la lingette chlorhexidine, c'est qu'elle peut aussi être utilisée pour le nettoyage des mains et qu'elle est efficace pour le nettoyage des mains, ce qui n'est pas le cas du tampon alcool, qui peut être utilisé pour le nettoyage des mains par certains usagers, mais qui n'est pas suffisamment efficace. Donc, ce qu'on voit sinon globalement, au-delà de la comparaison entre les deux outils, c'est que cet enjeu de la désinfection pré-injection, il est très mal compris par la majorité des usagers et que c'est souvent une étape qui est négligée par les usagers. Alors, certainement parce qu'elle ne constitue pas une priorité au moment où ils vont réaliser leurs injections. Par contre, l'étape de post-injection est souvent plus fréquemment faite par les usagers que l'étape de la désinfection pré-injection. Alors ensuite, on a proposé aux usagers différentes cups, donc qui sont les outils utilisés pour la préparation et la chauffe du produit. Donc on a proposé aux usagers la cup classique avec le manche à fixer donc de la seringue Becton. Ensuite, on a utilisé une autre version du Steribox, de la Stericup, qui est la cup avec le manche vert à fixer et qui a un avantage puisqu'il y a un côté up and down qui permet donc à la cup d'être plus stable. Et ensuite, on a expérimenté, on a proposé à l'expérimentation une gamelle avec un manche déjà fixé. Donc la principale différence entre la cup expérimentale et les cups qui sont disponibles dans le Steribox au moment où on a réalisé l'enquête, c'est qu'en fait, pour le troisième outil, en fait, le manche était déjà préfixé. Alors, concernant le Stericup, ce qu'on peut dire, quelle que soit la version, version 1 ou version 2, c'est que c'est vraiment un outil qui constitue un réel progrès par rapport à l'utilisation des outils type cuillère domestique, qu'un certain nombre d'usagers continuent à utiliser, en particulier des entre guillemets vieux usagers qui ont l'habitude d'utiliser des cuillères et qui sont encore réticents pour utiliser des cups type Stericup ou cup expérimentale. Le problème donc de la Stericup, dans sa version actuelle en tout cas, c'est qu'elle n'a pas de manche préfixée. Et donc, comme elle n'a pas de manche préfixée, le fond de la cup est souvent en contact avec les doigts des usagers, ce qui constitue une exposition à des risques infectieux. Alors, ce qu'on a vu dans l'enquête, c'est que la Stericup a un bon niveau d'acceptabilité pour les usagers, mais pour environ 20% des usagers, ils déclarent en fait qu'elle n'est pas adaptée parce qu'elle est instable, selon eux, donc pour ces 20% d'usagers, parce que la contenance est trop faible, en particulier pour les injecteurs de médicaments. Et puis, les usagers déplorent également l'absence de manches prépositionnées, ce qui pose des problèmes, par exemple, pour la version 1 de la Stericup, pour les usagers qui ne vont pas disposer, par exemple, de seringues 1cc avec le capuchon repositionnable. Alors, la Stericup deuxième version, avec le manche vert, là, celle du bas, ou avec le petit manche vert up and down, elle est
préférée donc par les usagers à la version 1 parce que cette version règle le problème d'instabilité de la cup, mais par contre, il ne règle pas le problème de la contenance et le problème du manche prépositionné. Donc concernant les cups expérimentales, donc on a proposé 2 versions de cup expérimentales. Une première version donc qui était cette cup-là, avec un manche prémonté. Le problème qu'on a eu par rapport à cette cup, c'est qu'en fait, le temps d'exposition des usagers a été très très court. Donc, on a eu assez peu de retours de la part des usagers. Par contre, ce qui est ressorti beaucoup dans le cadre des focus group et des entretiens, c'est qu'en fait, cette cup était considérée comme étant plus adaptée pour les injecteurs de médicaments, puisque la contenance était plus grande. Il y avait quand même un problème avec cette cup expérimentale, c'est que vous voyez le petit manche là en plastique transparent résistait assez mal à la chauffe, mais c'était fait exprès en fait, c'était dans l'idée de ne pas pouvoir la réutiliser, sauf que le problème c'est que pour certains usagers qui font chauffer longtemps, dès la première utilisation, le manche pouvait fondre un peu, donc il y a une deuxième version qui a été créée avec un manche rifté plus solide, et là qui a recueilli plus de voix favorables de la part des usagers, elle était plus adaptée. Alors en conclusion, donc sur les outils de chauffe, ce qu'on peut dire, c'est que très clairement, dans le cadre de l'enquête, on n'a pas réussi à déterminer entre les cups du Steribox, donc les Stericups, et entre les cups expérimentales, quelle était la cup idéale. C'est vraiment l'outil pour lequel il est le plus compliqué en fait de prendre position pour les usagers entre les deux types d'outils. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la cup idéale, en fait, serait un mixte entre la Stericup, qui est très appréciée pour ses bords arrondis, en fait, par les usagers, et la cup expérimentale V2, avec le manche prémonté et la grande contenance. Alors, ce qu'ont demandé les usagers par rapport à la version 2 de la cup expérimentale, c'est justement qu'il y ait des bords plus arrondis pour réduire le risque de perte de produits et récupérer les fonds de produits au fond de la cup, ce qu'ils arrivent bien à faire avec la Stericup et qu'ils arrivaient mal à faire avec cette cup expérimentale. Certains usagers ont demandé également à ce qu'il y ait une graduation sur les cups pour qu'ils puissent mieux se repérer. Et puis, on doit avoir également des progrès qui doivent être faits par rapport à la question de l'isolation, par rapport aux manches prémontées qui chauffent encore trop, et certains usagers disaient qu'ils pouvaient se brûler en faisant chauffer la cup. Alors, je vais passer maintenant à la question des filtres. Alors, dans le cadre des filtres, on a testé plusieurs choses. On a testé d'abord, enfin, on a fait tester aux usagers le petit coton qui est présent aujourd'hui dans le Steribox. Ensuite, on a fait tester également un gros coton. Alors, j'en parlerai peu parce que je pense que c'était pas un bon choix en fait, parce que le gros coton, j'y reviendrai rapidement, mais il n'a en fait que les inconvénients du petit coton, et en plus, il a un autre inconvénient, c'est que les usagers ont eu tendance à le dépioter, donc ça veut dire qu'ils s'exposaient encore plus à des risques fongiques et bactériens en tripotant ce coton. Donc, j'en parlerai pas dans le cadre des résultats. On a proposé aux usagers donc le Sterifilt, et on a proposé également des toupies. Alors, concernant les filtres, donc le petit filtre coton, tout d'abord, donc c'est un outil qui est bien connu par les usagers, qui est très largement utilisé par la majorité des usagers. Mais là, on voit que par rapport à la cup, par exemple, du Steribox, le petit coton recueille beaucoup plus de commentaires négatifs et d'insatisfaction que la Stericup. Ce qu'on voit, c'est qu'un tiers des usagers déclarent qu'ils l'utilisent parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils n'ont pas accès à autre chose, mais ils sont quand même un tiers à le trouver inadapté. Et même ceux qui ne disent pas clairement qu'il n'est pas adapté à leur pratique, la moitié d'entre eux, enfin la moitié des usagers qui expérimentent et qui utilisent excusez-moi, le petit filtre coton, émettent des critiques par rapport à ce filtre. Alors les critiques sont les suivantes. Pour certains usagers, la taille est trop petite.
La densité est trop importante. Des usagers disent que le petit filtre coton est trop épais, trop compact. Ils parlent évidemment donc de mauvaise qualité de filtration. Et puis, un bon nombre d'usagers qui utilisent le petit filtre coton déclarent en fait qu'ils sont exposés régulièrement à des problèmes qu'ils nomment poussière en fait. Alors ensuite, on leur a proposé également à l'expérimentation le Steri-Filtre. Alors le Steri-Filtre, ce qu'on voit, c'est que c'est un outil pour lequel on note un certain nombre de difficultés d'appropriation, puisqu'on a été étonné en fait du faible taux d'utilisation régulière. On n'a que 15% des usagers dans l'enquête qui déclarent utiliser régulièrement le Steri-Filtre, alors que c'est quand même un outil qui est diffusé en fait depuis un certain nombre d'années. Et puis surtout, l'autre élément pour le Steri-Filtre, c'est que c'est le filtre qui, parmi donc, les 3 filtres, a eu le plus fort taux d'abandon. En fait, on a 15% des usagers qui l'ont utilisé régulièrement, mais on a une proportion beaucoup plus importante qui l'a déjà expérimenté au moins une fois dans sa vie. Mais par contre, 35% des usagers qui déclarent l'avoir expérimenté déclarent l'avoir abandonné. Alors en revanche, les bénéfices du Steri-Filtre, ils sont importants par rapport au petit filtre coton. On a une qualité de filtration qui est bien meilleure que celle du petit filtre coton. On a des usagers donc, qui nous font part du fait qu'ils ont pu vraiment diminuer, par exemple, la présence d'abcès ou la présence de gonflement grâce à l'utilisation du Steri-Filtre. Des usagers disent qu'il est très maniable, donc ils apprécient la maniabilité donc, de ce filtre, qui est assez facile effectivement à utiliser. Certains usagers nous déclarent qu'il est particulièrement adapté pour l'utilisation du Subutex et de la cocaïne. Et puis, bien sûr, il y a un gain en hygiène par rapport au petit filtre coton qui est extrêmement important. Alors, les critiques du Steri-Filtre, elles concernent la lenteur de la filtration, la peur de perdre du produit, la non-réutilisation possible, ça concerne l'ensemble des filtres à membrane. J'y reviendrai en conclusion, mais effectivement, une des réticences les plus fortes pour l'utilisation des filtres à membrane pour les usagers, c'est vraiment la peur de perdre du produit. Et donc, le fait de ne pas pouvoir le réutiliser également. Et puis, avec le Steri-Filtre, il y a également une crainte de pouvoir endommager l'aiguille au moment où ils vont clipser le Steri-Filtre. Et puis, ce qui ressort pas mal, alors là, c'est surtout sur Paris, c'est que le Steri-Filtre ne serait pas adapté à la filtration du Skénan. Alors ensuite, on a proposé également à l'expérimentation le filtre toupie. Alors là, pour le filtre toupie, très clairement, on a eu un manque d'exposition, comme pour l'ensemble du matériel expérimental. Et donc, le filtre toupie, en fait, a été très peu distribué par les structures qui ont participé à l'expérimentation. En partie parce que les professionnels ne se sentaient pas à même, alors qu'ils avaient été formés, d'expliquer comment on utilisait la toupie. Et comme en fait les professionnels ne se sentaient pas suffisamment aguerris par rapport à l'utilisation de la toupie, un certain nombre d'entre eux nous ont fait part du fait qu'ils n'avaient pas osé la distribuer parce qu'ils craignaient d'avoir des questions des usagers et de ne pas être en mesure de pouvoir leur répondre. Donc comme on a vu en fait au cours de l'enquête qu'une bonne partie des professionnels n'avaient pas souhaité diffuser la toupie, on a renforcé donc l'aspect formation, mais ça n'a pas suffi. Et donc le taux d'utilisation régulière au moment de l'enquête donc est très faible puisqu'on n'a que 1% des usagers qui déclarent utiliser régulièrement la toupie. Alors par contre, le taux d'abandon pour la toupie est plus faible que le taux d'abandon du Steribox. C'est-à-dire que ce qu'on voit chez les utilisateurs de toupie, c'est que en fait, les usagers qui vont expérimenter la toupie plusieurs fois, généralement ensuite déclarent avoir du mal à s'en passer. C'est-à-dire que dès qu'ils comprennent comment on peut utiliser ce filtre à membrane, c'est compliqué ensuite pour eux de revenir en arrière et d'utiliser d'autres types de filtres. Donc c'est clairement le filtre le plus performant par rapport aux poussières. Par contre, au niveau des critiques qui ressortent, c'est la crainte de la perte du produit qui est encore plus forte qu'avec le Steri-Filtre, la taille qui est considérée comme trop encombrante et puis la complexité d'utilisation. Donc les usagers parfois peuvent être réticents à utiliser la toupie parce qu'ils peuvent avoir une première fois en fait qui se passe mal, ils perdent le produit et donc ils vont
hésiter après pour réutiliser la toupie une deuxième fois. Et puis, ce qu'on a pu constater également, c'est une méconnaissance des professionnels par rapport à l'utilisation de cet outil qui fait qu'ils ont du mal en fait à le proposer aux usagers. Alors, il y a d'autres outils qu'on a expérimentés, mais que je ne présenterai pas ici parce qu'on voudrait laisser du temps à la discussion. C'est également les acides et puis différents types de seringues. Mais pour les différents types de seringues, il n'y a clairement pas de préférence de la part des usagers. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas en parler ce matin dans ma présentation. Alors ensuite, dernier outil du Steribox, la question du tampon sec, donc qui normalement doit être utilisé en post-injection pour comprimer le point d'injection. Donc là, ce qu'on a proposé à l'expérimentation, c'est le petit tampon sec qui est présent aujourd'hui dans le Steribox, et puis un grand tampon sec qui était à peu près 3 fois plus important en taille, enfin 2 fois et demi plus important en taille que le petit tampon sec. Alors, ce qu'on voit globalement, avant de parler de la comparaison entre les deux outils, c'est que le petit tampon sec est souvent délaissé au profit du tampon alcool. C'est-à-dire que comme les usagers en plus ont tendance à peu respecter donc l'étape de la pré-injection, de désinfection pré-injection, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils trouvent que le petit tampon sec est trop petit pour une grande partie d'entre eux, ce qui fait qu'ils vont utiliser le tampon alcool, qui est un petit peu plus grand, pour la post-injection. Et donc, ça pose un problème, comme je l'évoquais tout à l'heure, par rapport à la question ensuite de la présence de sang et de la possible transmission du VHC. Alors ensuite, ce qu'on voit, c'est que l'étape de compression post-injection est rarement respectée. Les usagers ont du mal également à appréhender cette étape-là et les risques que ça comprend s'ils ne la respectent pas. Alors, il y a également un enjeu qui est à prendre en compte, c'est qu'en fait, il y a une publication récente qui a mis en évidence en fait, qu'il y avait une présence importante du VHC dans les tampons alcool et dans les tampons secs, et qui peuvent être en plus partagés par les usagers. Concernant la comparaison entre les deux outils, donc petit tampon sec et grand tampon sec, là, très clairement, c'est le même outil, sauf que le deuxième est plus grand, et donc on a une acceptabilité donc très satisfaisante donc, de la grande compresse sèche. Et en plus, non seulement les usagers la préfèrent, parce que la taille est plus grande, mais surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'ils se sont interrogés au moment de la distribution, de pourquoi on leur distribuait cette grande compresse. Et ça a été l'occasion d'un dialogue entre les usagers et les professionnels sur cette étape de la post-injection, de la compression post-injection. Alors, pour terminer sur les résultats, avant de passer aux recommandations, on avait posé également des questions aux usagers sur le préservatif et le matériel de couleur qui est disponible dans certaines structures. Alors, le matériel de couleur, en fait, tu en parleras peut-être, il a été conçu donc, pour insister sur la dimension personnelle du matériel et éviter les partages accidentels. Mais globalement, ce qu'on voit dans l'enquête, c'est que les avis des usagers sont très mitigés par rapport à l'intérêt du matériel de couleur. Certains usagers, une partie, c'est vraiment moitié-moitié. On a une moitié des usagers qui disent qu'ils trouvent ça intéressant, même si eux n'utilisent pas spécialement du matériel de couleur. Mais on a d'autres usagers qui n'arrivent pas à comprendre l'intérêt pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, ils disent qu'il risque d'y avoir un problème s'il n'y a pas la couleur qu'ils sont habitués à prendre dans la structure dans laquelle ils vont. Et puis, certains disent qu'au bout d'un moment, parfois, on est tellement défoncé qu'en fait, on ne se souvient même plus de la couleur qu'on avait. Donc, c'est une forme de fausse sécurité. Et enfin, on a une partie des usagers qui critiquent également le matériel de couleur en disant que le matériel de couleur pourrait aussi donner envie à des usagers de consommer plus parce que ça serait ludique, ça serait fun. Bon, ça, c'est les propos de certains usagers que je rapporte. Mais en tout cas, un certain nombre d'usagers ont été effectivement un peu choqués, entre guillemets, à l'idée que du matériel qu'on leur propose du matériel d'injection puisse donner l'impression d'être quelque chose de fun. Et pour eux, le matériel d'injection, il doit pas être coloré, il doit être sobre et il doit être plutôt en lien avec tout ce qui est hygiénique et pas être spécialement de couleur.
Alors du côté des professionnels, dans le cadre du focus group qu'on a réalisé, là on a également pas mal de critiques sur le matériel de couleur parce que pour certains professionnels, il peut y avoir une confusion avec le message en fait qui devrait être porté, qui est le message de non-réutilisation. Certains professionnels ont peur craignent que le matériel de couleur puisse entraîner une forme de fétichisation de l'outil de couleur qui va ensuite être réutilisé. Et puis, il y a la question de la fausse sécurité dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, le problème d'appariement également dans les structures. Alors, concernant le préservatif, là, très clairement, c'est l'outil le moins utilisé du Steribox. On a 2/3 des usagers qui déclarent le jeter ou le donner, voire le vendre. Par ailleurs, alors pourquoi ils ne l'utilisent pas? Parce qu'ils dénoncent en fait la mauvaise qualité de ce préservatif ou parce qu'ils déclarent ne pas en avoir besoin. Et puis, pour une partie des usagers, la présence du préservatif dans le Steribox est mal interprétée, c'est-à-dire qu'ils considèrent que eux, ce dont ils ont besoin, c'est du matériel pour injecter, et c'est pas parce qu'ils vont injecter qu'ils vont avoir des relations sexuelles à risque. Et donc, en fait, certains usagers déclarent que la présence du préservatif les renvoie à une forme d'irresponsabilité dans le domaine sexuel qui peut être vécue comme stigmatisante par certains usagers. Alors, je vais terminer maintenant sur les recommandations rapidement. Alors, les recommandations de l'enquête, c'est d'abord de proposer 2 types de kits. Un kit 1cc et un kit 2cc donc pour les injecteurs de médicaments. Ça, c'est très clairement ressorti de l'ensemble des étapes de l'enquête. Autre recommandation, la lingette chlorhexidine. Il y a 3 outils qui pourraient dès à présent être intégrés dans un kit. C'est la lingette chlorhexidine, la grande compresse sèche et le champ de soins, pour lequel il n'y a vraiment pas de débat, tant du point de vue de la littérature scientifique que du point de vue des retours des usagers. C'est vraiment des outils qui apportent un gain extrêmement important en termes d'hygiène et en termes de diminution d'exposition au risque, et pour lesquels la faculté d'appropriation de cet outil par les usagers est excellente. Alors ensuite, concernant la cup, comme je le disais, il n'y a pas de cup idéal entre les différentes cups qu'on a fait expérimenter aux usagers. Donc c'est vraiment un mixte qui pourrait être imaginé entre la Stericup et la cup avec manche rivetée qu'on a expérimenté. Ce qui compte, c'est vraiment qu'il y ait une cup avec un manche déjà prémonté. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important en termes de limitation de l'exposition au risque. Alors, concernant le type de seringue, donc je vous ai dit qu'il n'y avait pas de seringue spécialement préférée par les usagers. Ça dépend vraiment des produits qu'ils utilisent, de l'état de leurs veines, de leurs habitudes. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que le type de seringue qui sera intégré dans une évolution du kit sera lié au choix du filtre. Donc, si la Direction générale de la santé retient donc le choix d'un filtre de type à membrane de type toupie, dans ce cas-là, il faudra envisager de modifier donc les seringues qui sont disponibles dans les kits, c'est-à-dire il faudra soit des seringues non serties à faible volume mort, soit développer des recherches sur la toupie universelle, puisque un des problèmes principaux de la toupie, c'est qu'il ne s'adapte pas avec tous les types de seringues. Alors ensuite, en termes de recommandations, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir aujourd'hui développer la recherche sur les filtres à membrane, puisque les filtres qui ont été proposés, très clairement, le filtre coton n'est pas adapté en tant que tel, et l'intégration dans un kit d'un filtre à membrane serait vraiment un gain extrêmement important. Mais le problème qui se pose, c'est vraiment le problème d'adaptabilité de certains filtres sur les seringues et puis la question de l'acceptabilité par les usagers. Donc il faut vraiment pouvoir développer la recherche sur la question des filtres à membrane pour améliorer les questions de lenteur de filtration, d'adaptabilité sur les seringues. Et en attendant donc l'intégration de ces outils dans un kit, puisque là, effectivement, ça relève plutôt de la Direction générale de la santé. Je pense que le représentant de la DGS pourra s'exprimer sur cette question-là dans le cadre de la discussion. Mais pour le moment, en fait, il faudrait qu'une distribution en vrac puisse avoir lieu pour favoriser aussi le dialogue sur les outils. Alors, ce qui est apparu également dans la recherche, c'est qu'il était vraiment indispensable d'accompagner
l'évolution de la composition des kits, de formation à la fois pour les professionnels et pour les usagers sur l'importance de l'hygiène lors de la préparation de l'injection et également sur la manipulation des filtres à membrane, puisque comme je l'évoquais tout à l'heure, on note vraiment un défaut de formation des professionnels sur l'utilisation du matériel. Et pour terminer, donc plutôt donc du côté des usagers, donc il est vraiment important de pouvoir revoir aussi, au-delà de la composition du kit, les messages sur les risques de transmission des virus, réinsister sur les étapes négligées lors de la pratique d'injection, l'étape de pré-injection, de post-injection. Important également de faire prendre conscience aux usagers des risques bactériens et fongiques, d'insister sur la nécessité d'assurer une bonne filtration. Donc il est important également que les professionnels puissent être en mesure de donner, et les professionnels, les industriels puissent présenter aux usagers des données extrêmement précises sur la rétention du produit concernant leurs filtres, les moyens de minimiser cette rétention de produits, comme par exemple humidifier la toupie ou faire un rinçage en fin d'utilisation. Et donc, en fait, les usagers sont très demandeurs d'informations très précises sur les filtres qu'ils vont utiliser. Et puis enfin, au niveau des supports, il faut vraiment penser à des supports nouveaux, la diffusion de vidéos, la question de l'éducation par les pairs. Dans le cadre de la recherche, quand on a fait les focus group, on a vu l'importance de la formation participative, des échanges entre les usagers sur ce qui marche pas, comment faire que ça marche mieux, l'utilisation de sites internet, des formations interactives également qui associent à la fois les usagers et les professionnels pour qu'ils puissent échanger sur leurs pratiques, et puis des formations qui allient à la fois des apports théoriques dont les usagers sont très demandeurs et également des ateliers pratiques. Donc voilà, pour terminer, donc voilà l'équipe de recherche qui a travaillé sur ce projet, donc le comité de pilotage et puis l'ensemble des partenaires qui ont participé aux différentes étapes de la recherche. Donc je vous remercie.